Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance du Comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest. Mon nom est Anne-Marie Sigouin. Je suis conseillère de ville dans le Sud-Ouest, dans le district de Côte-Saint-Paul, Ville-et-Mort et Saint-Henri-Ouest et présidente du comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est à ce titre que je préside la séance de ce soir. Qui concerne une demande de démolition pour le 3441 rue Workman. Parmi les membres du CCU qui m'accompagnent ce soir, nous avons Myriam Joannette, Ziad Haddad, Jonathan Chat et Daniel Joseph Chapdelaine. Et de la division de l'urbanisme de l'arrondissement, la chef de division, Mme Julie Nadon, la conseillère en aménagement qui est chargée de nous présenter la demande ce soir, Marie-Pierre Marchand et Ariane Mercier qui est avec nous également. Et M. Charret nous accompagne dans les membres du CCU, Madame. Ah oui, bonjour. Bonjour Alex, je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Merci d'être là. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour qui ne concerne que ce seul dossier là, de la rue Workman. Alors, c'est proposé par Ziad Haddad, secondé par Jonathan Chat. Parfait. Pour cette demande, il y a un avis public qui est paru le 8 septembre dernier et qui enjoignait les gens qui souhaitaient se communiquer des commentaires ou une opposition à le faire par écrit, étant donné les mesures sanitaires avant le 23 septembre dernier. Alors, je ferai état des oppositions reçues un peu plus loin dans la présentation, dans la séance ce soir. Alors, Marie-Pierre, le micro est à toi pour la présentation de la demande. Merci. Je vais vous partager la présentation. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, ça va, je te remercie. Parfait. Donc, comme Mme Sigouin l'a mentionné, nous allons procéder en fait à l'étude de la demande de démolition du 341-347 rue Workman. Comme Mme Sigouin l'a également mentionné, en fait, je vais vous faire un bref retour sur le cheminement et l'échéancier. Donc, la demande a été déposée le 23 février 2021. Il y a eu une présentation au comité consultatif d'urbanisme pour une étude préalable le 26 mai. L'avis public a été publié en fait le 10 septembre et il y a eu tenu la consultation écrite du 9 au 23 septembre. Donc, la décision sera rendue ce soir, 28 septembre, après ce délai de 30 jours. Une fois suivant la séance, il y aura un délai de 30 jours permettant à tout intéressé d'interjecter l'appel, ce qui nous amènera à l'échéancier du 28 octobre 2021. Et si la décision, en fait, elle est autorisée, il y aura par la suite le PIA et l'émission du permis de démolition. Donc, on se trouve dans l'unité de paysage 4.3, unité de paysage qui s'intitule Lionel Groulx, dans Saint-Henri. Donc, on est dans un cadre réglementaire de 2 à 5 logements. On n'est pas dans un secteur significatif ni dans un noyau villageois. On est dans un îlot de dimension moyenne avec ruelle. Et le site est adjacent à une série de conciergeries de type walk-up avec une cour intérieure et des arbres et de la verdure. Donc, une vue aérienne ici pour vous montrer dans quel contexte le projet se situe. On est tout près de la rue Notre-Dame et de l'avenue Green. Donc, il s'agit d'un immeuble de 2 étages comprenant 4 logements à toit plat. Donc, il s'agit d'une typologie de duplex escalier intérieur et qui est jumelé. Donc, on peut voir aussi dans le contexte une présence de triplex avec toit mansardé, avec la présence de portes cochères, plusieurs conciergeries et autres duplex escaliers intérieurs ainsi qu'extérieurs sur le même tronçon de rue. Pour un bref historique sur les occupants et les transactions liées à l'immeuble, la date de construction serait estimée aux environs de 1900. Vers 2001, il y aurait eu une transaction de vente, propriétaire ayant fait des travaux subventionnés sur le dit immeuble. En 2019, il y aurait eu une transaction de vente et en 2020, il y a eu l'acquisition par le propriétaire actuel. Évidemment, l'étude patrimoniale ne fait pas mention d'aucune information liée aux occupants ou à l'historique des occupants, outre l'année de construction. Les informations sont tirées du registre foncier de la Ville de Montréal.
En ce qui a trait aux critères d'évaluation, selon le règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement du Sud-Ouest, on va évaluer, selon l'étude patrimoniale, l'état du bâtiment et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Donc, les documents qui ont été soumis par le demandeur, l'étude patrimoniale a été faite par Yann Nataf, architecte. L'état du bâtiment a, pour sa part, été fait par Stéphane Beauchamp de Habitat Fixe et Yannick Pelletier, où il y a eu un rapport d'inspection visuelle également soumis. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a également été réalisé par Yann Nataf, architecte. Donc, on va débuter par la valeur patrimoniale. Je vous résume essentiellement ici les grandes lignes du dossier qui a été soumis. Donc, le bâtiment n'est pas désigné comme immeuble d'intérêt patrimonial pour l'arrondissement du Sud-Ouest, ni au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Et il n'est pas situé dans un secteur de valeur intéressante ou exceptionnelle selon l'annexe du patrimoine bâti. Ni pour le règlement de zonage. Donc, il n'est pas considéré non plus comme lieu historique national par le gouvernement fédéral. Il ne possède aucun statut en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Donc, on peut voir à gauche l'extrait de l'annexe D, donc patrimoine bâti, qui localise le site, ainsi que la carte à droite qui est tirée du plan d'urbanisme où on n'a pas de secteur ni de statut patrimonial ou encore moins d'intérêt archéologique. Donc, pour ce qui est de la valeur documentaire, historique et sociale, le texte en gris présente les aspects généraux du secteur et le texte en bleu est propre au site à l'étude. Donc, on nous relate qu'en 1825, le canal de la Chine est ouvert à la navigation. Entre 1850 et 1900, il y a l'implantation du chemin de fer et le développement des faubourgs résidentiels dans le secteur. Entre 1900 et 1950, plusieurs mesures d'urbanisation sont prises. Les quartiers formant Saint-Henri sont annexés à la Ville de Montréal. Des logements ouvriers sont établis le long du canal de la Chine et des mesures sont prises pour aménager le quartier, comme l'abattoir de Sir-Georges-Étienne Cartier, devenant un square. En 1950, il y a la construction de l'échangeur Turcot. Il y a le démantèlement des cours de triage Turcot et Glen. Il y a la création du tunnel Saint-Rémy, création du marché Atwater ainsi que du tunnel Atwater. En 1970, le canal de la Chine est fermé, forçant plusieurs industries à se déplacer ailleurs qu'à Montréal. On poursuit ensuite pour les cartes historiques liées au site proprement dit. On démontre l'évolution en fait de 1879 à aujourd'hui. On remarque une première occupation de l'îlot dans la carte de 1907. Il y a alors présence de 2 bâtiments. La ruelle à l'arrière du site est visible pour une première fois sur une carte de 1912 qu'on va voir à la page suivante. Et dans une autre de 1931, on remarque que ce passage vient joindre la rue Workman. Entre-temps, les 2 immeubles se sont transformés à 2 reprises pour laisser place à un seul bâtiment visible en 1931, portant les numéros que l'on connaît aujourd'hui sur la rue Workman. On peut constater également qu'entre 1931 et 1949, il y a peu de changements qui opèrent sur les cartes historiques qui sont soumises, tirées des archives de la Ville de Montréal. Il y a un ajout, par contre, qui apparaît en 1961, celui d'un petit bâtiment à l'arrière de l'îlot. Les hangars arrière semblent avoir été démolis. Donc, entre les cartes de 1961 et 1975, aucun changement n'est visible sur l'îlot. Adjacente au site, l'école Prince Albert est démolie, donc pour faire place aux conciergeries que je vous ai mentionnées plus tôt. On remarque que le bâtiment situé à l'arrière de l'îlot ne fait plus partie du paysage aujourd'hui. Par contre, l'immeuble visible à partir de 1961 semble être le même que celui que l'on voit aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de la valeur contextuelle, il y a plusieurs bâtiments et institutions qui ont marqué le contexte urbain, dont le marché Atwater, le Pringle Company et l'église Sainte-Irène et l'église United Church. Pour ce qui est de la valeur architecturale et esthétique propre à l'immeuble, c'est, comme mentionné plus tôt, c'est un immeuble qui serait construit vers les années 1900. Il s'agit d'une typologie de duplex escalier intérieur. La toiture serait en asphalte et gravier et la plupart des composantes visibles ne seraient pas d'origine et les concepteurs sont inconnus. Vous voyez ici en bas les images tirées de 2020 pour la présence du bâtiment. Pour ce qui est de la valeur contextuelle également, comme mentionné, le site se trouve en bordure du noyau villageois, mais n'en fait pas partie. Il n'y a aucune vue significative à partir du site également. Donc, en résumé, la valeur patrimoniale base ces différentes valeurs en n'ayant aucune valeur intéressante à procurer à l'immeuble.
Et le rapport se conclut en disant qu'il est clair que ce bâtiment a subi des années d'abandon et de dégradation. Son état actuel témoigne de rénovations antérieures inachevées et de très mauvaise qualité. Selon cette analyse, il ne reste aucune trace de caractéristiques architecturales d'origine et donc ce bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale. Pour ce qui est de l'état du bâtiment avec les rapports de structure, je vous fais un bref résumé en fait, des requêtes et travaux enregistrés à l'arrondissement. Donc, en 1992, il y a eu une requête d'inspection liée à un incendie puisque le bâtiment semblait vacant et non barricadé. En 2000, installation de pieux au niveau des fondations. 2013, il y a un avis d'évacuation. Le bâtiment est donc vacant suite à une requête de moisissure et de problèmes de structure. 2014, le bâtiment est barricadé et déclaré vacant. S'ensuit une demande de subvention de la Ville de Montréal pour des rénovations majeures. En 2015, il y a dégarnissage des 4 logements, consolidation de la structure, l'isolation ainsi que l'installation des portes et fenêtres. En 2018, une inspection confirme que les travaux ne sont non complétés, que l'isolant est exposé à l'arrière et il y a une demande d'extension d'un permis de 3 mois. En 2019, le propriétaire mentionne à la Ville qu'il veut vendre, que le service de subvention lui doit encore lui financer un 15 000 de travaux. Puis à un moment, dans l'historique, en fait, le propriétaire n'a plus répondu aux appels de l'inspecteur pour donner ses suivis. Et en novembre 2020, la requête est transformée et devient un bâtiment vacant. Pour ce qui est des inspections visuelles intérieures et extérieures réalisées par Yannick Pelletier le 20 décembre 2019 ainsi que Stéphane Beauchamp le 15 février 2021, on confirme qu'il y a 4 logements sur un immeuble de 2 étages. Les fondations sont une section d'origine en moellon ainsi qu'en béton, mais qui ne serait pas d'origine, probablement dû aux subventions en fait, qui ont permis de faire le renforcement de structure. Sinon, en termes de murs extérieurs, on a des carrés de madriers qui sont typiques à l'immeuble, ainsi que des planchers qui sont majoritairement reconstruits avec des planches de bois. La toiture serait faite de fermes de bois et le revêtement extérieur serait des briques de béton qui ne seraient pas la brique d'origine. En survol, en fait, les différents éléments liés au bâtiment. On a un manque d'imperméabilisation autour des fenêtres au niveau du sol du calque-feutrage et au niveau des portes d'entrée en cause d'une infiltration d'eau depuis les rénovations. Il y a également des déformations importantes au niveau de la fondation et on peut constater que le mur arrière, l'isolation du mur arrière en fait est complètement exposée et on voit une grande présence de lézardes sur les murs de maçonnerie. Pour ce qui est de la structure maintenant, il y a affaissement par rapport au bâtiment voisin. Présence d'ailleurs d'un gros joint de mortier mitoyen. Il y a un affaissement de la poutre avec empattement et présence de cales en grand nombre entre poutre et colonnes. Et les colonnes sont majoritairement instables. Le plancher est remis à niveau, mais la dénivellation demeure encore importante. Il y a présence de nombreuses fissures dans les revêtements de finition. Il y a une section de grande poutre qui est pourrie avec un empilement précaire qui est non soutenu, une grande instabilité structurelle généralisée avec des dénivellations non acceptables selon les références, avec des flèches importantes. Pour ce qui est des fondations, fait à noter qu'il y a un arbre de 16 pouces de diamètre à moins de 9 pieds de la fondation. Le coin de fondation a une structure dite artisanale avec de nombreuses sections en mauvais état. Il y a également affaissement du mur mitoyen. On a un tassement et un décrochage latéral du sol entraînant un affaissement de la fondation sur la structure depuis sa construction. Et présence de massifs de béton à utilité incertaine. On a également la présence de fondations partiellement refaites, des pierres de moellon qui sont fracturées, plusieurs vides entre les nouveaux appuis et les solives et effritement partiel de la fondation. L'ingénieur, en fait, M. Beauchamp, a présenté en fait des plans clés de la structure et les diverses déficiences majeures répertoriées. Et en fait, la zone assurée sur l'image de droite présente évidemment la zone qui est problématique dont découlent les photos. Donc, à la conclusion du rapport, présente un désordre majeur à cette structure. Nous sommes en présence d'un bâtiment de plus de 120 ans en manque d'entretien qui a subi une restauration partielle, dite artisanale, de la structure, de l'enveloppe et des fondations qui a provoqué un accéléré de sa détérioration
confirmée par plusieurs déficiences majeures. Le degré de détérioration de ce bâtiment étant tel qu'il serait plus sécuritaire de prévoir sa démolition. De plus, selon le projet du client, l'ajout d'un étage et d'une mezzanine au bâtiment existant, il n'est pas viable de conserver les fondations actuelles dues à la surcharge créée par l'ajout de ces éléments. Dans cette optique, nous recommandons la démolition et le remplacement du système de fondation du bâtiment. Cette approche permettra d'avoir un aménagement aux normes d'aujourd'hui. Donc, démolition recommandée et évacuation des occupations dans un délai de 6 mois recommandé. Pour ce qui est du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, le projet prévoit la construction d'un immeuble de 3 étages comprenant 6 logements. Évidemment, à l'heure actuelle, il n'y a aucune évaluation architecturale par rapport au règlement sur les PIA qui est réalisée à cette étape. Je ne vous fais que présenter les grandes lignes, en fait, les rendus 3D qui ont été présentés, ainsi que le plan d'implantation. Donc, le pointillé en bleu présente le profil du bâtiment projeté et le profil rouge présente le profil du bâtiment actuel. Et voici les élévations principales et celles arrière. Voilà, ça complète pour moi. Merci Marie-Pierre, merci beaucoup. Donc, en 5.2 de l'ordre du jour, je fais état des oppositions reçues. On a reçu une opposition d'une personne qui est locataire actuellement dans ce bâtiment. Alors, pour elle, c'est certainement très inquiétant de voir cette demande de démolition être traitée par l'arrondissement présentement. Il y aurait d'autres locataires affectés également. Alors, certainement, c'est un élément que les membres prendront en considération dans leur délibération. J'inviterai justement les membres qui auraient des questions à les poser maintenant aux invités ou au personnel, aux professionnels de l'urbanisme. Ziad? Oui, bonsoir. Donc, en début de présentation, Marie-Pierre nous a dit qu'il n'y avait pas, on n'avait pas un peu plus d'informations sur le statut des locataires si le bâtiment est vacant. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le statut si le bâtiment est vacant? On vient de voir qu'une contestation d'un ou d'une des locataires sont là. Pouvez-vous juste un petit peu nous expliquer qui occupe le bâtiment et comment et pourquoi? OK. Il y a une qui est partie, 2 autres ils vont partir cette semaine. La dernière, nous sommes avec le tribunal de logement, régie de logement, pour le dernier an et demi. Et j'ai essayé pour le dernier an et demi elle va partir, mais nous n'avons pas arrivé à une entente à ce point. Et les autres personnes sont parties avec une entente avec vous, suite à une entente avec vous? Okay. J'ai une entente avec des autres. Mm-hmm. Ils sont bien heureux. Mm-hmm. Mais le troisième, le quatrième, elle a déménagé à cette adresse 6 mois avant moi. J'ai fait la première inspection et le bâtiment était en mauvais état à ce point. Elle est une jeune fille de peut-être 30 ans, bien éduquée. Elle sait bien que le bâtiment est en mauvais état parce que quand j'ai rencontré la première fois, elle a dit « Oh, je dois couper la porte parce que je ne peux pas l'ouvrir, ça. Et j'ai coupé des autres parce que je ne peux pas fermer la porte. » So, elle était bien connue les conditions du bâtiment et je crois qu'elle veut profiter par un paiement. J'ai fait une offre à elle, mais elle ne veut pas accepter mon offre. Elle veut un gros montant. So, nous sommes dans le procédé de tribunal. La dernière fois était en le mois de février, mais
il était adjourned, mais nous n'avons pas encore une date pour une continuance du tribunal. Mais comme on dit, le juge, M. Charbonneau, a dit, à ce point, il dit, quand vous avez votre permis de construction, il n'y a pas question ici. OK. Deuxième question. Excusez-moi. Oui, merci. J'ai encore deux petites questions rapides. Donc, on a lu aussi que l'ancien propriétaire avait fait quand même des travaux subventionnés en 2001. Et vous, vous avez pris possession en 2019, n'est-ce pas? Quel est... Juste une chose. Moi, personnellement, j'ai acheté le bâtiment en 2019. Oui. Après un an, j'ai décidé de transférer ça à une compagnie. So maintenant, le propriétaire de la propriété est Construction Vigilant Inc. C'est mon compagnie 100%. Oui, oui. Mais ma question tourne autour du fait que le propriétaire a fait des travaux en 2001 et quand vous l'avez acheté en 2019, quel était l'état de la propriété? Parce que j'imagine en 8 ans, s'ils ont fait des travaux subventionnés quand même, ils auraient bien stabilisé le bâtiment ou le projet. Si je comprends bien, M. Lam, l'ancien propriétaire, a effectué une rénovation en 2015. Non, 2015. OK, encore mieux. Il a remplacé les fenêtres et il a réarrangé des partitions à l'intérieur et posé ça. Mais l'entrepreneur qui fait ça, je ne comprends pas. Parce que quand tu vas regarder le sous-sol, il est incroyable qu'est-ce qui se passe. Parce que le milieu du bâtiment est descendu peut-être 4 pouces. Toutes les portes, ils ne ferment pas, les gros fondent dans le plâtre, etc., etc. Donc, quand vous l'avez acheté en 2019, l'état de détérioration était quand même avancé. Et quand j'ai acheté, j'ai eu l'idée de faire une grande rénovation. Parce que moi, je suis ingénieur et c'est un peu comme un hobby pour faire mais j'ai construit des maisons pour moi-même, fait des grandes rénovations. Mais après, 3 experts ont vu ça, ils disent, regarde, pour faire une rénovation, c'est pas une bonne idée. Okay. Il est possible pour moi de faire une rénovation, mais il coûte moins, certainement, de démolition. Mais moi, je suis particulière je veux avoir un résultat où je peux être fier. Et le bâtiment comme ça, il n'y a aucune valeur patrimoniale, artistique ou chose comme ça. Mm-hmm. Et c'est mieux que je vais démolir et construire à nouveau. Et dernière question, le projet de remplacement que vous proposez serait un projet locatif? Je n'ai pas fait attention. Est-ce que c'est un projet locatif ou des achats de condos? Je préfère d'avoir des condos, mais je vais garder le bâtiment et louer des condos. Parce que si je veux peut-être faire un autre projet, je peux vendre 1 ou 2 ou 3 condos. Mais c'est-à-dire, vous allez louer, ça demeure un projet locatif et non un projet de vente. Je préfère de faire un bâtiment en condo, certain. Donc, vendre. Non, je crois que l'idée, c'est de subdiviser en condos, mais de le garder et le louer. Donc, ça demeure des condos locatifs. Ça marche. Merci, Madame Sigouin, ça complète. Merci, Monsieur le notaire. Merci, Ziad. D'autres questions? Oui, Daniel Joseph.
Oui, merci beaucoup, Marie-Pierre, pour la belle présentation. C'était très clair. Par rapport aux travaux subventionnés, peut-être que tu peux me répondre, est-ce que la Ville a fait un suivi? Parce que ce que je comprends du rapport d'ingénieur, c'est que c'était des matériaux de très mauvaise qualité. Donc, là, est-ce qu'on doit comprendre qu'on a donné une subvention, mais que les travaux qui ont été faits n'ont pas été vérifiés, qui n'ont pas été... est-ce qu'il y a un suivi qui est fait habituellement par la Ville? Habituellement, oui. Selon l'historique, en fait, selon la demande de subvention, la demande de permis, la première inspection liée à la subvention a été faite en 2018. Donc, évidemment, pour avoir l'argent qui est déboursé, ils doivent démontrer l'avancement des travaux. Et donc, sous preuve d'inspection, l'argent, elle est libérée. C'est évidemment à partir de 2018, lorsqu'ils ont constaté que les travaux n'étaient pas complétés, évidemment, l'argent n'était pas non plus distribué. Là, il y a eu un arrêt de l'injection de l'argent de la part de la subvention, mais il y a aussi eu un arrêt des travaux et une demande en parallèle pour l'extension du permis de 3 mois pour permettre en fait la fin des travaux. De ce que j'ai cru comprendre de l'historique, c'est que l'entrepreneur a justement été changé aussi en cours de route. Et que, évidemment, le propriétaire de l'époque était vraiment exaspéré pour la piètre qualité des travaux qui étaient malheureusement réalisés. Et ce que je comprends, c'est que pendant cette période-là, ça a été quand même évacué, barricadé une première fois, réouvert suite aux travaux et vacant depuis peu. C'est ce qu'on a au registre, effectivement, que le bâtiment était vacant et qu'il n'y avait pas de locataire. OK. Puis juste pour m'assurer, M. Nataf, merci pour les réponses que vous avez données tantôt. Je veux juste m'assurer, donc, vous souhaitez dans le fond que ce soit des condos, que vous allez donc néanmoins rester propriétaire pour pouvoir les louer. Puis si un jour vous voulez en vendre 1, 2 ou 3, vous pourrez le faire. Mais vous subdivisez le tout comme des condos, mais dans le but de les louer. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris tantôt? C'est ça, oui. En fait, c'est l'intention de monsieur. Parfait. Merci beaucoup. D'autres questions pour les invités avant qu'on aille en délibération? Ça va comme ça. Parfait. Alors, ce qu'on fait à ce moment-ci, c'est qu'on quitte cette salle virtuelle. Vous nous attendez ici et on vous revient une fois les discussions terminées et la décision prise. Alors, ça peut prendre un certain temps. Donc, on vous revient tout à l'heure. Merci. Alors, Monsieur Nataf, Monsieur Skouteski, je vais faire la lecture de la résolution qui entérinera la décision du comité. Alors, vous êtes à l'écoute? Oui. D'accord. Alors, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 8 septembre 2021, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'études des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 28 septembre 2021 à 18 h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 9 au 23 septembre 2021, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre, conformément aux arrêts ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'étude des demandes de démolition. Attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que le requérant a déposé à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité. Attendu que la demande de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment, l'utilisation projetée du sol dégagé, ainsi que le préjudice causé aux locataires et les possibilités de les reloger. Attendu que le bâtiment visé par la demande de démolition est actuellement occupé par des locataires. Attendu que l'étude patrimoniale soumise n'a pas été rédigée par un professionnel en la matière et qu'elle est jugée incomplète,
notamment par le manque de documentation sur laquelle les conclusions s'appuient. Attendu qu'il n'a pas été démontré que l'état du bâtiment justifie sa démolition, notamment que sa structure est irrécupérable et que les différents éléments structuraux ne peuvent être corrigés ou remplacés. Attendu qu'une opposition écrite a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits lors de la consultation écrite, et attendu que le requérant n'a pas fourni les documents exigés au règlement régissant la démolition d'immeubles, indiquant les mesures prévues pour reloger les locataires. Il est résolu de refuser le permis de démolition pour l'immeuble situé au 3441-3447 rue Workman. En commentaire, le comité rappelle au requérant qu'il a l'obligation, selon la réglementation municipale, de veiller à l'entretien de son bâtiment et de s'assurer des conditions salubres des logements. La résolution est adoptée à l'unanimité. Alors, c'est ce qui met fin à la séance ce soir. On vous remercie d'avoir été présents. Merci aux membres du CCU, aux professionnels de l'arrondissement qui m'accompagnaient ce soir et une bonne fin de soirée à tous. Merci. Juste proposer la levée de la séance. Merci. Je propose la levée de la séance. Alex, tu serais appuyé de Jonathan Chat. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Au revoir.